Bien, mesdames et messieurs, madame la ministre, nous voici donc arrivés dans ce moment que nous connaissons bien, un moment un peu doux amer. Nous nous disons, et quoi? Les choses ont passé si vite. Et quoi? Il va falloir attendre 1 an encore pour que nous nous retrouvions avec le bonheur de tant d'émotions et de connaissances partagées. Les choses viendront vite, d'autant plus que, comme vous le savez, selon notre rituel, à la fin de cette ultime rencontre, je ne vous cacherai pas quel sera le thème de l'année prochaine. Mais il y a généralement un bon murmure, c'est pourquoi je dis ça au début, de façon à créer une bonne ambiance. Nous allons avoir notre conférence finale, où nous allons célébrer la personnalité multiple, pour une fois, qui a présidé à cette édition. Mais auparavant, également sur notre rituel, il me revient de remettre le prix Augustin Thierry aux 2 heureux bénéficiaires dont nous célébrons le livre qui s'appelle « La contamination du monde, une histoire des pollutions à l'âge industriel », paru comme la bénéficiaire du prix de nos rencontres aux éditions du Seuil, nos chères éditions du Seuil. François Jarige et Thomas Leroux ont écrit là un livre considérable, comme tous les livres importants. Il fait écho entre le passé et le présent, puisqu'il vient nous expliquer la manière dont la révolution industrielle a porté sur notre planète beaucoup de difficultés parmi des prospérités, beaucoup de malheurs et beaucoup de menaces pour la planète, ce à quoi bien sûr nous sommes aujourd'hui plus attentifs que nous pouvions l'être naguère. C'est donc un livre remarquable que je suis très heureux de célébrer devant vous. Je vous renvoie à sa lecture et j'appelle François Jarige et Thomas Leroux. François Jarige que je connais bien, il était venu à mon micro. Je pense que si tout va bien, ils sont au premier rang. Tout va bien. Vous comprenez combien je suis fier et heureux d'être celui qui, en votre nom à tous, vient vous dire que nous sommes contents que vous soyez là où vous êtes et de vous célébrer avec un très beau diplôme. Naturellement, la couleur qui l'enveloppe n'est pas de hasard, c'est une couleur verte. Et puis une enveloppe avec une récompense quelque peu matérielle. Mais pour vous, ce n'est pas très important. Donc voilà. Merci beaucoup. Voilà. La parole. On va être très bref parce que ce n'est pas l'essentiel ce soir, mais on voulait évidemment remercier Jean-Noël Jeannet, remercier les éditions du Seuil qui ont accompagné notre projet, remercier aussi les Rendez-vous de l'Histoire d'avoir eu l'audace de récompenser ce livre. Vous voyez le titre et la couverture. C'est un livre qui pourrait être perçu comme angoissant, inquiétant. On nous l'a reproché, c'est un livre un peu anxiogène qui ne propose pas une vision suffisamment positive, puisque aujourd'hui, il vaut mieux être positive. Donc nous remercions l'audace des Rendez-vous de l'Histoire d'avoir récompensé ce prix. Mais nous pensons que, justement, nous sommes historiens et nous sommes persuadés que face à la sidération qui caractérise notre époque par rapport à tous les enjeux écologiques, environnementaux et aux problèmes des pollutions, il n'y a pas une journée sans qu'il y ait des alertes sur tel ou tel problème de pollution, sur la contamination des océans, sur la contamination de l'atmosphère, sur la contamination des eaux. Il n'y a pas une journée sans qu'il y ait des alertes. En réalité, on manque d'histoire pour penser ce problème parce que les gens sont sidérés. Or, l'histoire des pollutions, ce n'est pas l'histoire d'un fatalisme, ce n'est pas l'histoire de quelque chose qui s'est imposé naturellement, c'est le produit d'une évolution sociale et politique, c'est le résultat de choix faits dans le passé. Et il nous a semblé qu'en faisant ressurgir ces choix, en montrant les rapports de force et également les inégalités qui ont présidé à la construction de notre monde contaminé et pollué contemporain, il y avait non pas des solutions à attendre immédiatement, mais au moins des moyens de sortir de la sidération pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et notre seule ambition à travers ce livre, c'était d'apporter des éléments pour essayer d'éclairer un peu notre présent. Et donc on espère qu'on y a un peu réussi. En tout cas, on pense que ce prix va peut-être nous donne un peu l'impression qu'on a quand même réussi à faire quelque chose. Merci beaucoup. Merci, au revoir.
Eh bien voilà, nous nous trouvons réunis de la meilleure façon possible pour frapper les 3 coups du dernier acte de ces rencontres. Et c'est pour moi une très grande fierté et un grand bonheur, Madame, de vous accueillir ici, avec vous tous. Nous avons tous en mémoire très présente votre prestation devant nous lorsque nous avions traité de la justice. Et je me rappelle les applaudissements presque interminables. Il a bien fallu qu'ils se terminent quand même, mais ils ont eu beaucoup de peine à le faire, qui vous ont accueilli et qui ont reçu votre propos, votre générosité, l'expression de votre personnalité. Vous êtes là et nous en sommes fort heureux. Je ne ferai pas la sottise de développer les motifs pour lesquels vous êtes entouré de tant de considération. Je me contenterai de dire que, comme garde des Sceaux, vous avez porté une loi de grande importance, celle qui permettait le mariage entre personnes du même sexe. Dans les destins de femmes et d'hommes politiques, il arrive que tout à coup émerge un moment rare qui fait qu'un nom soit donné à un acte essentiel. Ce fut le cas. Merci d'être là, madame. Vous l'êtes, de toute façon, vous êtes absolument bienvenue, naturellement, mais en plus, vous avez consenti à venir alors que nous avions entre les mains un très beau livre qui s'appelle « Les droits de l'homme, c'est pour quand ?» dont vous avez écrit la préface. Nous allons y revenir et nous allons concevoir cet entretien de la façon suivante. Nous allons d'abord expliquer pourquoi, pour la première fois, c'est une personnalité collective qui a été choisie par nous, et nous remercions les membres de cette personnalité collective, qui a été choisie par nous pour présider cette session. Je le disais il y a un instant, il s'agit de Cartooning for Peace. C'est une organisation qui a déjà 12 ans, si je ne me trompe pas, et qui a pris sa place avec beaucoup de force, beaucoup de chaleur et beaucoup d'efficacité parmi l'ensemble des institutions qui, sur cette planète, s'efforcent de mener de bons combats. Le vôtre, c'est le combat d'abord pour les droits de l'homme. Naturellement, en fondant cette institution avec Kofi Annan, vous avez, Monsieur Plantureux, Jean Plantu, vous avez eu l'intention de permettre que vous portiez appui, aide et sollicitude à tous les caricaturistes qui, autour de la planète, et il n'en manque pas, sont brimés par les dictatures, les régimes autoritaires, par tous ceux qui, ayant une bribe de pouvoir, ne supportent pas qu'on leur apporte une contradiction, celle de l'humour, celle de la gaieté. On a besoin de cet humour, on a besoin de cette gaieté, on a besoin de cette solidarité. Mais plus important encore, je crois, et ce livre que j'ai devant moi en témoigne, votre souci à Cartooning for Peace est de lutter d'abord pour les droits de l'homme. Votre credo, je l'ai compris et chacun le comprendra ici, est le refus absolu d'une sorte de relativisme culturel. Vous pensez, madame, vous pensez, messieurs, et tous ceux qui, avec vous, se sont avancés dans ce combat, vous pensez qu'il y a des droits humains, des droits de l'homme, qui sont immarcessibles et qui ne peuvent pas être négociés d'aucune façon au nom de je ne sais quelle différence qu'on admettrait comme telle. C'est votre combat. Et je tiens à insister là-dessus, vous le marquez de toutes sortes de façons, avec une pédagogie constante, y compris dans les prisons. Et c'est très important, madame l'ancienne garde des Sceaux, où vous avez apporté une générosité grâce à vos dessins. Voilà ce que je voulais dire en commençant. Nous allons organiser cette conversation qui durera nous avons jusqu'à 7 heures à peu près, 7h15 peut-être au maximum. Nous allons l'organiser de la façon suivante. Je vais d'abord donner la parole à Jean Plantu, puis à vous deux. Je vous laisserai peut-être présenter en détail Michel Kishka et Pierre Kroll, qui, l'un en Israël, l'autre en Belgique, ont acquis une situation considérable. On attend ce que vous faites, ce que vous dites, et vous avez par la même vocation à représenter tous les membres de Cartooning for Peace, autour de Jean Plantu, qui se sont coalisés de la façon que j'ai dite. La caricature, nous tenions beaucoup à lui rendre hommage. Non pas seulement pour saluer votre combat, mais parce que nous pensons que parmi toutes les images dont nous avons analysé la puissance, celle-ci a une force tout à fait considérable. Chacun a d'ailleurs,
en mémoire des sortes d'icônes, des moments où un grand talent a su résumer, incarner un moment de la sensibilité collective. Pour le pire, parfois, je pense à cet affreux dessin de « Je suis partout », dans le dernier numéro de « Je suis partout », avant que ses rédacteurs s'enfuient vers l'Allemagne, où on voit, je n'ai pas même de dire le nom du dessinateur, pas de publicité posthume, un grand talent qui montre une mort squelettique accueillant Georges Mandel qui vient d'être assassiné et disant « Allons, allons, alors, Georges, tu viens retrouver enfin ta vieille amie ?» Mais je ne m'attarde pas sur l'ignoble. Il y a d'autres moments qui marquent l'affaire Dreyfus. Carandache était anti-Dreyfusard, mais son fameux dessin, plutôt son double dessin, vous savez, avec une famille bourgeoise, où on voit une table extrêmement bien mise et très convenable, et où le maître de maison dit naturellement on n'en parlera pas, et où la deuxième image montre un absolu désordre, tout est renversé, et il y a une fourchette dans le derrière du petit chien. Ils en ont parlé. Et puis il y a beaucoup d'autres. Je pourrais en choisir. Je pense par exemple au dessin de Tim. On le voit en pyjama rayé dans des barbelés. Après que De Gaulle, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, mais c'était peut-être pas son meilleur moment, avait parlé des Juifs comme d'un peuple d'élite sûr de lui et dominateur. Et dominateur. Il y a aussi le dessin, par exemple, de Jean Eiffel, où on voit De Gaulle en tour Eiffel. Vous voulez le mimer? Ça serait encore mieux, cher Jean. Et où la France l'accueille en lui disant, avec une infinie tendresse, « Mon grand, mon grand ». Voilà. Alors, c'est pour ça que nous avons eu envie de célébrer la caricature, même si notre principal souci était de vous dire merci pour ce que vous faites. Je vais donner la parole d'abord à Plantu, qui, comme vous le savez tous, dessine dans le monde depuis très longtemps. Ce n'est pas désobligeant de dire 46 ans? Oui. Hein, 1972, c'est bien ça, je ne me suis pas trompé, 46 ans? Oui, 46 ans. Et alors, vous avez ceci de particulier, c'est que vous êtes très attendus tous les soirs. On a l'impression, parfois on se rebiffe, il y a eu même des dessins qui ont provoqué quelques débuts de l'esquisse d'une irritation chez les enseignants. Mais je ne m'y attarde pas. Je m'y attarde pas. Et en fait, ce qui me frappe, c'est que beaucoup de gens vous aiment. J'ai vu des gens très différents dire du bien de vous. Dire simplement Plantu, je l'aime beaucoup. J'ai aussi vu un monsieur très, très distingué me dire je ne laisse pas d'éprouver pour Plantu quelques dilections. C'est bien. Et puis un beaucoup plus jeune homme qui m'a dit je le kiffe grave. Oh. Donc c'est un éventail de considérations. Vous allez parler le premier. Je vais vous laisser présenter d'abord les deux architectes. Oui, ils ont tous commencé comme architectes, c'est intéressant, qui sont à côté de moi, qui jouxtent Christiane et moi-même. Et puis après, vous aurez, madame, si vous le voulez bien, une première occasion de réagir à tout cela. Puis le débat s'ouvrira et le temps va filer comme l'éclair. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vraiment, on est vraiment touchés de se retrouver. Ça fait plusieurs fois qu'on a la chance de venir ici au rendez-vous de l'histoire, ici à Blois. Et si vous avez envie qu'on fasse un dessin spontané, tout à l'heure, je vous le dis, quand on faisait les dédicaces, Christiane Taubira, que je remercie aussi d'être là, elle m'a dit qu'elle ne dessinait jamais, que vous n'avez jamais dessiné. Alors je lui ai appris à dessiner une petite souris. Et comme un petit élève, elle a repris les oreilles, la petite truffe, le nez, tout ça. Et c'était très ressemblant. Et en fait, ce qui compte, c'est que le dessin soit efficace. Et c'est ça tout le travail que nous faisons à Cartooning for Peace. On réunit des dessinateurs. Celui-là, il est de Cuba. Et on réunit depuis 12 ans autour de Kofi Annan, qui nous a invités il y a 12 ans à l'ONU, à New York, pour essayer de répondre aux interdits. Et il y avait des fatwas qui avaient été lancés contre des dessinateurs danois. Et on s'est rendu compte qu'il fallait absolument, avec nos petits crayons, vous voyez, c'est que des petits crayons, des petits feutres, et on essaye ensemble de faire des petits ponts entre les cultures et entre les religions. C'est ça notre travail.
Et puis, on a, regardez, il est schtroumpfement interdit de schtroumpfer au-delà des limites de la liberté de schtroumpf. Voilà. Et bien ça, ce sont des dessins d'un peu partout dans le monde entier. Et on a la chance de se retrouver comme on était venu. Merci encore Jean-Noël Jeannet de nous avoir, avec Francis Chevrier, de nous avoir fait venir déjà pour les rendez-vous de l'histoire, qu'on avait fait les rencontres sur la justice. Et on était ensemble. Et il y avait Robert Banater. Et puis on avait fait venir des dessinateurs et des dessinatrices d'Iran. Et ça ne manquait pas de panache. Vous voyez, pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les professeurs d'histoire. Et quand vous m'avez appelé Plantureux, c'est mon vrai nom, mais en classe, on m'appelait Plantu parce que c'était plus court. Et je me disais, c'est drôle, parce que quand on est avec les professeurs d'histoire et qu'on raconte qu'est-ce que c'est que la résistance, en fait, nous, avec les dessinateurs de presse, on sait ce que c'est que le mot résistance. Et on voit à quel point tous ces dessinateurs, comme ce dessinateur en Colombie, qui s'appelle Bonil, il est capable de résistance. Et ça, c'est tout le travail que nous faisons. Et puis, je vais vous parler du dessinateur qui est juste à côté de moi. Alors lui, tout à l'heure, il va rentrer avec nous, et puis après, il va prendre le Thalys pour rentrer à Bruxelles. Il travaille au journal Le Soir. Et alors, quand vous dites, pourquoi il est en retard, le Thalys? Quand il est dans le Thalys, tout le monde lui demande un autographe, même le pilote, le conducteur du Thalys, ce qui fait que vous arrivez toujours en retard quand il est là. C'est une star en Belgique. C'est Pierre Kroll, qui travaille depuis plusieurs années au journal Le Soir, et puis une autre star d'Israël, qui est notre ambassadeur de Cartooning for Peace, parce qu'en Israël, même si on est un petit peu énervé par le gouvernement Netanyahou, il est la tête de pont de Cartooning for Peace au Proche-Orient, et avec ses amis palestiniens qu'il rencontre régulièrement. En ce moment, c'est un petit peu espacé, parce que ce n'est pas facile d'aller à Ramallah, parce qu'il y a eu un moment où on est allés ensemble à Bethléem et on avait cette chance. Pour le moment, c'est un petit peu espacé, mais on arrive ensemble avec des Israéliens, avec des Palestiniens. Et justement, le but de Cartooning for Peace, c'est de réunir des chrétiens, des juifs, des musulmans, des agnostiques, des athées. Et puis, merci Christiane Taubira de nous avoir donné la chance, avec Antoine Gallimard, de faire ce livre chez Gallimard qui rassemble des dessins de 184 dessinateurs de la planète, de 58 pays, et ensemble, on essaye de décliner les droits de l'homme et de dire à quel point le point d'interrogation, les droits de l'homme, c'est pour quand? Et tout le point d'interrogation, il est dans la préface de Christiane, que je remercie. On est très fiers de nous retrouver avec vous. Et maintenant, je vous laisse la parole. Eh bien, nous sommes convenus que Michel Kichka soit le premier à parler et à dire comment il réagit à tout cela, comment il situe son art dans l'histoire, dans la longue durée. Là, oui, j'occupe actuellement le terrain par des propos inutiles pendant que le fil se déroule. Ah oui, c'est fort. Je remercie la technique. C'est un microphone antisioniste. Hein. En fait, on est très ému. Enfin, moi, je suis très ému. Je suis sûr que Plantu le cache très bien et Kroll aussi. Très ému, très heureux, très honoré d'être là, d'être les invités de ce festival, d'avoir Madame Taubira avec nous, à qui j'ai pu dire mon admiration, parce que je vis quand même à Jérusalem. Je n'ai pas eu l'occasion de le lui dire dans les rues de Paris, surtout qu'elle les faisait à vélo. Moi, j'étais à pied, donc on ne s'est jamais rencontrés. Et c'est une belle occasion de pouvoir partager ces choses qui sont des valeurs communes qu'on partage. Et vous l'avez dit, c'est intéressant, c'est vrai, on pensait être architecte. Mais toi, tu as même complété, tu as fini tes études d'architecture. Moi, je les ai commencées parce qu'à l'époque, on a tous la soixantaine bien sonnée. À l'époque, on nous disait, nos parents nous disaient, le dessin, c'est pas un métier. Moi, je voulais faire de la BD, c'est pas un métier. Et la caricature, c'est pas un métier. Donc, il faut étudier un métier. Et j'avais le projet, depuis mon adolescence, que quand je serai grand, j'irai m'installer en Israël. Voilà. Et je me suis dit, bon, ben, je vais faire l'architecture, c'est un pays à construire, j'irai construire, en même temps, je me construirai. Mais finalement, j'ai abandonné mes études d'architecture très tôt, en première année, parce que la guerre de Kippour a éclaté en octobre 1973. Et je suis allé m'installer là-bas, et j'en ai profité, j'étais loin de mes parents, pour m'inscrire dans une autre école. Et j'ai fait le graphisme qui était le plus proche
de ce que je voulais vraiment faire. Et j'ai vraiment fait ce métier parce que je dessine depuis toujours. Et toi, tu dessines depuis toujours, depuis que tu es petit à l'école, et Kroll aussi, et moi aussi. C'est une vocation, c'est une passion, c'est pas un métier. On n'a jamais... Moi, je sais, j'ai 3 enfants qui ont longtemps réfléchi sur ce qu'ils allaient étudier. J'ai jamais réfléchi sur ce que j'allais faire. J'ai toujours su que j'allais dessiner sans savoir ce que ça voulait dire. Alors, le fait de vivre en Israël m'a fait... Toute mon éducation politique s'est faite là-bas. En fait, je suis arrivé là-bas, j'étais vraiment un peu jeune. Je n'avais jamais voté de ma vie en Belgique. Et finalement, je me suis politisé et intéressé à la société civile et à la politique au moment où Israël était déjà en train de changer. Parce que l'après-guerre de Kippour, c'était une période traumatique pour Israël. Et quelques années après, le Likoud est monté au pouvoir. Et 1 an après, Sadat est venu signer un accord de paix avec Begin à la Knesset. Donc c'était waouh! Ces 4 premières années où j'étais nouvel immigrant, où j'ai rencontré une Française que j'ai épousée là-bas, ça a été des années très formatives pour que je choisisse un peu le camp dans lequel j'étais, de quel côté était mon cœur. C'était un choix de cœur, ce n'était pas un choix de tête. Et vu que j'étais dans un mouvement jeunesse socialiste juif en Belgique, ben je suis resté socialiste en Israël, ça me semblait ce qu'il y avait de plus proche. Et finalement, le pays a beaucoup changé. Et moi pas tellement, en tout cas moi beaucoup moins, et je suis en évolution. Et quand Cartooning for Peace est né en 2006, et que Plantu m'a invité à rejoindre avec un collègue palestinien, ce qui n'était même pas encore une association, c'était un petit groupe d'amis, de gens qui s'aiment, se respectent au-delà de leurs différences et par leurs différences. J'ai commencé à sentir que, comme dessinateur de presse, j'avais plus qu'un travail professionnel à faire, que c'était plus qu'un gagne-pain, que ça devenait une mission. Parce que c'était 2006, c'était le 21e siècle. Il y avait eu les attentats du 11 septembre, il y avait eu Al-Qaïda, il y avait eu les caricatures de Mahomet avec les fatwas. Quelques années après sont venus les massacres de Charlie Hebdo et les autres, mais je parle que du métier du dessin de presse. Donc finalement, je suis très porté par les valeurs que défend Cartooning for Peace. Et en fait, je pense qu'en m'exprimant librement dans mes dessins, Israël est une démocratie, fort heureusement d'ailleurs. Ce n'est pas la même démocratie pour tous. Je suis absolument d'accord sur ce point. Et je défends ce point de vue dans les dessins que je fais. Je ne passe pas mes journées à casser du sucre sur Netanyahou. Il y a d'autres problèmes dans le monde, mais il n'y a aucun équivoque sur ce que je pense. Et je n'ai absolument aucun problème, grâce à Cartooning, de rencontrer tous mes amis qui sont iraniens, dont la majorité vivent en exil, qui sont égyptiens, qui sont marocains, tunisiens, algériens, des pays où je meurs d'envie d'aller. Et un jour, j'irai. Et voilà, je veux laisser le temps de parole équitable à chacun, et puis après, on va débattre. À toi, Kroll. Nous sommes de la même ville en Belgique, Kroll et moi. Et c'est assez intéressant que vous ayez tellement de Belges sur un même panneau. Vous voyez, comme la Belgique, nous lui sommes redevables. Il y a sûrement, j'en vois 2 ou 3, plusieurs Belges là. À quel point nous sommes redevables, puisque ce n'est pas seulement la terre d'Hergé, mais c'est aussi la vôtre à tous les deux. Vous êtes aussi bédéiste, comme on dit maintenant. Exact. Le dernier volume que vous avez publié a un nom charmant, mais que j'ai oublié. Falafel sauce piquante. Vous avez compris? Ouais. Non, Ça il vient... est en vente dans notre magnifique salon du livre. Ça vient de sortir chez Dargaud et j'y raconte justement in extenso ce que je viens de vous dire en 3 minutes. Ma vie en Israël, en fait. Voilà. Donc je donne maintenant la parole à un autre Belge, Pierre Kroll, qui est apprécié pas seulement dans le Thalys, ailleurs aussi. Vous avez la parole. Donc je dessine effectivement en Belgique tous les jours, comme Jean, dans le journal Le Soir, qui est le principal journal francophone de Bruxelles. Aussi chaque semaine, depuis très longtemps, en direct, c'est quand même une grande liberté dans les débats politiques de la télévision belge de référence le mercredi soir. Dès que je vous quitte, je dois me pencher sur les élections municipales qui ont lieu pour le moment, aujourd'hui, dans mon pays, en Belgique. Voilà, on aura donc vous n'avez pas voté, je crois que c'était obligatoire. Je vous en parlerai tout à l'heure. Vous me protégerez. Justement, non, c'est une transition amusante. C'est vrai que, pourquoi un Belge ici? Je sais que pour le moment, il est de bon ton de mettre un Belge partout en France. Vous les adorez. Il en faut dans chaque émission de TV, de radio, etc. Parce qu'il paraît que vous avez compris notre humour, ou en tout cas la moitié, depuis quelques années.
Il y a encore un effort à faire, mais ça viendra. Non, je pense aussi tout simplement que c'est plus facile de faire venir un dessinateur belge qu'un Iranien, un Chinois ou un Australien, et moins coûteux. Donc, je suis très, très honoré d'être ici, mais de représenter la moitié des 180, enfin un tiers, disons, des 180 dessinateurs qui composent Cartooning for Peace. On t'aime. Mais c'est important à dire parce qu'effectivement, je ne représente pas les dessinateurs que Cartooning aide à sortir de prison. Hein. En Belgique, j'ai pas beaucoup de soucis de ce côté-là. Encore que dans ce petit pays, je teste la même chose sans danger et sans gravité que ce qu'on teste dans d'autres. Vous savez qu'on a par exemple un roi chez nous en Belgique. Dessiner le roi, c'est pas une chose très évidente, c'est pas une chose facile. Ça vous envoie pas en prison comme Honoré Daumier avec Louis-Philippe, mais c'est pas apprécié par tout le monde. Vous n'avez pas de retour du palais, vous savez pas ce qu'ils en pensent, on vous décourage de le faire, et puis un jour vous apprenez que le roi s'en régale. Le chef de cabinet du roi précédent, Albert II, m'a dit le roi, je dois vous le confier, se retrouve dans tout ce que vous lui faites dire. Vous imaginez les drôles de petits pouvoirs qu'on peut avoir. Le roi ne peut s'exprimer sur rien. Et non seulement, apparemment, je le fais à sa place, et je trouve ce qu'il pense. Ce qui ne fait pas toujours plaisir à la moitié du pays, d'ailleurs. Ben voilà, on va pas insister sur la Belgique. Enfin, je peux, hein, quand vous voulez, vous pouvez poser des questions. D'ailleurs, si une petite référence à l'histoire quand même. Je suis l'illustrateur, vous savez, la collection en jaune, la jaune et noire, pour les nuls. Il y a l'histoire de la Belgique pour les nuls, et les éditions First m'ont demandé d'illustrer. Alors, c'est toujours amusant d'illustrer l'histoire d'un pays à destination d'autres pays. Il y avait par exemple un chapitre sur le début de la guerre, enfin l'attitude de la Belgique et du roi Léopold III au début de la guerre en 40, où il avait vous aimez bien les phrases historiques, il avait écrit que pour la seconde fois en 30 ans, nos voisins allemands nous envahissaient. Le ministre Paul-Henri Spaak des Affaires étrangères a corrigé, parce qu'on peut faire comme ça en Belgique, hein, le discours du roi, au lieu de voisins, il avait mis ennemi. C'était un peu plus engagé quand même. Donc l'attitude de Léopold III n'a pas été très, très appréciée, on va pas détailler ça. Et je fais un dessin là-dedans sur ce chapitre-là. Il a rencontré Hitler, hein, Berchtesgaden, pour essayer d'obtenir un sort plus favorable aux Belges, et ça n'a pas été fort apprécié. Et je me souviens que je dessine le roi à côté d'Hitler, et il dit à Hitler, mais je vais horriblement m'ennuyer pendant... Hitler lui dit, vous allez horriblement vous ennuyer pendant cette guerre. Je compte me marier, quelque chose comme ça. Le mariage du roi a posé un énorme problème en Belgique. Et c'est amusant parce que les éditeurs m'ont dit, ce dessin, il n'y a personne qui le comprend. Je dis, gardez-le, je vous jure, gardez-le. En Belgique, tout le monde le comprendra. Tout le monde le comprendra. Ici, un peu moins certainement. Voilà, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Juste pour revenir pour Cartooning for Peace, effectivement dire, moi aussi, comme l'a dit Jean, que c'est vraiment un honneur de nous trouver ici à présider, puisqu'on appelle ça comme ça, ceci. C'est vrai on fait un métier, un art mineur, on est très content de l'être, on n'a aucune frustration de faire des petits dessins, des petits Mickey, comme on dit parfois, qui sont là pour faire sourire et tout. C'est vraiment pas une frustration. Mais quand on se retrouve, comme Jean et moi, fait docteur honoris causa d'une université en Belgique, ou membre de l'Académie royale en Belgique, en classe des sciences morales et politiques, on se dit qu'il y a des gens qui voient quand même qu'à la longue, par addition, dessin, plus dessin, il y a l'observation d'une société. Et pour encore parler d'histoire, le professeur Ballas, que certains connaissent peut-être, un grand historien belge, m'a un jour confié qu'il demandait à ses étudiants de lire mes albums chaque année parce qu'on était des chroniqueurs historiques de la génération. J'ai fait remarquer qu'on en était de très mauvais parce que certains jours, je prends congé, je suis malade et je laisse passer un gros événement. Enfin, voilà. Donc c'est vraiment un honneur pour nous d'être là. Dernière chose, Cartooning for Peace, vu de l'intérieur et d'un dessinateur qui n'est pas dans des pays de gros conflits et de gros dangers, c'est l'expérience de quelque chose d'assez centrifuge. J'aime bien raconter ça parce que les dessins qu'on fait sont évidemment pour être lus à l'extérieur. Cartooning for Peace a évidemment pour mission de parler à l'extérieur, c'est pour ça qu'on est ici. Mais la première chose que nous faisons, c'est parler de notre métier entre nous, mais devant tout le monde. Les dentistes, les coiffeurs, je ne sais pas et tout, ont des colloques entre eux, etc. Mais ça n'intéresse pas tout le monde. Ce que nous faisons, puisque la finalité intéresse tout le monde, la manière dont on en parle entre nous, nous pensons qu'elle intéresse tout le monde. Et donc nous avons eu souvent, moi j'assiste souvent, plutôt qu'au belge, encore que flamand et wallon ça existe aussi, mais des discussions entre un Israélien et un Iranien, ou un Israélien qui est pour les territoires occupés et l'autre contre, et qui partent pas convaincus, ils ne sont pas plus d'accord l'un avec l'autre après qu'avant, seulement ils ne se sont pas tapés dessus.
ils ont fait des dessins et ils ont parlé dessins. Et rien que montrer cet exemple-là, je trouve que c'est quelque chose de vraiment important. Et l'autre chose qu'on découvre comme ça dans le travail un peu centrifuge de Cartooning for Peace, c'est qu'il y a quand même un ADN commun à chaque dessinateur. J'en suis toujours frappé. Il y a évidemment des dessinateurs fascistes et racistes, etc. Ils ne sont pas parmi nous. On ne doit même pas les exclure. Ils ne viennent pas nous trouver. Ils n'aiment pas Plantu. Voilà. Ils ne nous aiment pas. Mais il y en a très peu, je pense, en proportion. Par contre, j'ai découvert que des dessinateurs, mais aussi bien du Mozambique que d'Argentine, du Nord et du Sud, on déteste les pouvoirs absolus, on déteste les dictatures, on déteste la torture, la violence, alors ça vous paraît la corruption, etc. Ça vous paraît extrêmement banal et tarte à la crème, ce que je vous dis. Mais ces choses-là, il y a beaucoup de gens qui doivent les aimer quand même, hein, puisqu'elles existent partout. Alors nous, on se compte et on essaie de continuer à les dénoncer. J'étais un peu long. Non, c'était parfait. Mais, merci beaucoup. J'ai toujours pensé que c'était un peu difficile de parler quand Plantu ou d'autres sont en même temps en train de dessiner. Mais quelquefois, l'intérêt du propos triomphe de la qualité du dessin. Et je trouve que c'était le cas. Je suis très heureux de redonner la parole après quelques années à Christiane Taubira. Ah, voilà. Bon, je vous demande, vous verrez si vous voulez continuer pendant que Christiane parle, mais ça sera votre choix d'homme. Vous verrez. Vous verrez. En tout cas, non, plus sérieusement, je suis vraiment heureux et fier, je l'ai dit, de vous accueillir ici. Je m'entends encore les bravos que vous avez. Ah, micro, pardon. Merci. Vous avez écrit dans cette magnifique préface de ce très beau livre, Les droits de l'homme, c'est pour quand? Vous avez écrit notamment, il y a encore des crimes d'État, mais il n'y a plus de sanctuaire. C'est malin, je ne sais pas ce qu'il fait, mais... Bon, on va s'accommoder progressivement de cette parole double. Et je me hâte par conséquent de cesser de parler, parce que comme ça, c'est Christiane Taubira qui aura à voir son propos mélangé au dessin de Plantu. Merci, je vais régler mes comptes avec Plantu s'il s'oublie là. Madame la ministre, monsieur le maire, monsieur le préfet, mesdames, messieurs, merci d'être présents et aussi nombreuses et nombreuses surtout. Moi, je suis aussi heureuse de vous retrouver, cher Jean-Noël Jeanneney, et puis de retrouver cet Allograin. Pour une aventure d'une autre nature, bien entendu, d'une autre nature et d'une autre portée aussi. Parce que c'est une aventure, c'est quand même un acte d'engagement, cet ouvrage, puisque, Plantu a omis de le dire, mais les droits de vente iront en soutien avec les dessinatrices et dessinateurs de ces pays où ils ont besoin de notre solidarité. J'ai été donc sollicitée par Cartooning for Peace pour rédiger cette préface à l'occasion du 70e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et alors, j'ai accepté assez vite. J'étais étonnée qu'ils en soient étonnés, mais j'ai accepté assez vite, finalement pour trois bonnes raisons, je crois. La première, c'est par goût du risque, parce que j'aime m'aventurer dans des territoires inconnus pour moi, ou en tout cas peu connus, fantasmés souvent. En tout cas, j'aime les traverser, j'aime me retrouver dans des champs et des univers dont je ne maîtrise pas totalement les codes. Donc, c'était vraiment le premier intérêt pour cela. La deuxième raison, et qui aurait pu être la première d'ailleurs, c'est la tendresse que j'ai pour ces magiciens du crayon, qui sont parfois des artisans, toujours des artistes, qui campent le monde tel qu'ils le perçoivent et tel qu'ils le rêvent, elles, parce que les femmes sont quand même de plus en plus présentes, et qui paient très cher, chez nous et ailleurs, paient parfois très, très, très cher, d'avoir ce talent-là, d'avoir cette lucidité-là, d'avoir cette perspicacité-là, d'avoir cette capacité de dérision. Et ça touche à la troisième raison, qui est une espèce de sens du paradoxe chez moi, parce que la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est extrêmement sérieux. Nous vivons à une époque où les interrogations que nous pouvons porter sur ce texte multilatéral, qui a une prétention et une vocation universelle, ces questions sont extrêmement sérieuses, elles sont extrêmement lourdes.
Et le faire avec des personnes qui ont ce tel sens de la dérision, qui sont capables de rire de tout et de nous faire rire presque tous de tout. Il y avait là voilà, un paradoxe que je trouvais intéressant à explorer. Parce que je suis persuadée que les sociétés qui arrivent le mieux à mobiliser les énergies, les intelligences qu'elles possèdent, sont des sociétés qui d'abord ont une capacité d'autodérision. Lorsqu'une société est capable de se retourner sur elle-même et de rire d'elle-même, elle est beaucoup plus capable d'inventer. Elle est beaucoup plus capable de réagir aux drames, aux difficultés. Elle est, voilà, même lorsqu'on a l'impression d'étouffer, on prend un bol d'air, on rit et on repart. Donc, pour ces raisons-là, j'ai trouvé que l'aventure était vraiment une très, très grande tentation et je suis ravie d'y avoir cédé. J'y ai cédé en faisant ma part, sans me tromper. Chacun d'entre nous a tenu son rôle. J'ai dit, voilà, je me suis aventurée, mais ils se sont aventurés aussi. Nous nous sommes rencontrés. La méthode de travail, franchement, assez peu élaborée. La méthode de travail, parce que, bon, avec eux, c'est une fois, c'est tout. Bon, la méthode de travail, c'est une fois, une réunion, c'est tout. Et puis après, on se débrouille. Mais finalement, nous nous sommes débrouillés pas mal parce que nous avons eu une réunion de 2 heures à peu près dans le plus grand désordre, dans une totale indiscipline. Il faut dire que c'était chez moi. Hein. C'était chez Plantu. Je suis arrivée... Chez moi, c'est le bordel, hein, c'est pour ça. Oui, l'appartement mérite d'être filmé. Je suis arrivée à vélo, je ne trouve pas d'endroit pour garer mon vélo, et un de ses voisins se met à vitupérer et me dit que c'est pas là qu'il faut garer le vélo, et puis qui je suis, et d'abord je n'habite pas l'immeuble. Donc je lui ai répondu qu'effectivement je n'habitais pas l'immeuble, mais que je payais des impôts qui permettaient qu'on ramasse ses déchets. La conversation s'est terminée là et j'ai pu rejoindre Jean et nous avons pu travailler. Donc je vous le disais, dans le plus grand désordre, dans une totale indiscipline. Je me demandais bien où j'étais tombée. Et nous avons fait... Donc la méthode s'est arrêtée là et je me suis retrouvée avec ma préface à... C'est fini, non? Je me suis retrouvée avec ma préface à rédiger. Alors, comment faire? Il se trouve qu'en plus, je suis partie très vite à l'étranger. Là, je suis au moins à 23 ou 25 km/h, là. Je suis partie très vite à l'étranger, donc nous n'avons pas pu nous revoir et j'ai embarqué une liasse de choses que finalement je n'ai pas regardées et j'ai rédigé la préface. Donc nous avons accepté des risques de part et d'autre parce que lorsqu'ils ont reçu la préface, j'ai compris à la première réaction de Jean Plantu et à la réaction de tous les autres qu'ils n'attendaient pas cette préface-là. Donc... Si, alors attendez, on buvait du petit lait. On buvait, d'abord on était fiers, avec Laure, avec Barbara, on est en train de se dire, tu te rends compte, alors on a reçu le papier, on l'a fait imprimer, on était comme ça, elle a dit ça, et c'était génial. Non, depuis le début c'était génial, et on vous a juste demandé de rentrer un peu plus dans certains dessins, ce que vous n'avez pas manqué de faire, et c'est pour ça que d'ailleurs, dans le bouquin, il y a des endroits où Christiane réagit à certains dessins. D'ailleurs, je tombe sur le dessin magnifique sur le mariage pour tous. Je vais vous le montrer d'ailleurs, parce que c'est un vrai mariage entre le travail qu'on a fait avec Laure, avec Isis, et puis avec Barbara. Et regardez, il y a ce dessin qui est magnifique, qui vient d'Autriche, et je trouve qu'il est élégant, il est silencieux. Et puis à côté, il y a le texte de Christiane Taubira. C'est un mariage, et ce n'est pas que un mariage entre deux personnes qui s'aiment, c'est un mariage entre plein de dessinateurs et une intellectuelle. Mais ça n'était pas dévalorisant lorsque je disais que vous ne vous attendiez pas à cette préface, parce qu'effectivement, vous m'avez comblé de compliments
Donc je ne l'aurais pas dit, mais puisqu'il y a manifestement un malentendu, je le précise. Non, vous m'avez comblé vos réponses ont été extrêmement chaleureuses. Mais vous m'avez dit vous-même, nous avions un regard et une approche de la Déclaration universelle qui était plus apaisée d'une certaine façon, qui était plus rassurée. Et la préface, en fait, nous tourmente. D'une certaine façon. Donc voilà, c'est en ce sens que nous avons pris des risques de part et d'autre et que cette aventure est belle et forte parce que vous avez illustré la préface avec des dessins que je n'ai pas choisis, mais les dessins s'insèrent dans la préface. Et c'est ça qui est extraordinaire. Les dessins s'insèrent dans la préface alors que la préface n'est pas écrite en fonction des dessins et que les dessins ne sont pas faits en fonction de la préface. Donc je pense que nous avons eu raison de prendre ces risques-là de part et d'autre parce que nous avons permis que se rencontre effectivement cette interrogation très forte, sans complaisance, extrêmement exigeante sur ce que représente la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce qu'a été ce combat à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, les contradictions qu'il y avait entre les pays, mais cette volonté aussi de poser de façon claire, explicite, presque sans appel, une conception de la dignité humaine, une perception des droits de la personne, et de le poser vraiment sans circonlocution, sans tricherie, de façon extrêmement claire et extrêmement forte. Et ces interrogations, nous les avons eues, moi avec les mots, vous avec les dessins, et elles ont convergé. Et pour moi, je suis extrêmement fière d'avoir participé à cet ouvrage, parce que l'idée était déjà belle, elle était généreuse, donc j'étais contente d'y être associée, mais parce qu'il y a une alchimie qui fait que nous avons réussi à porter ensemble ce langage universel qui est celui de la plume des mots, et celui de la plume des dessins, en interrogeant, en disant les vérités, en ne camouflant pas les trahisons, la pusillanimité, les lâchetés, les faiblesses, les renoncements, en consentant à faire face à tout ça et en disant oui, c'est le 70e anniversaire, mais c'est très contemporain. C'est très contemporain. Il y a à mettre du contenu dans qu'est-ce que l'égalité des femmes et des hommes. Et lors du débat, pourquoi, par exemple, les Américains, c'était Eleanor Roosevelt qui représentait les États-Unis et qui était la présidente de la commission de rédaction, elle a choisi comme traduction Human Rights, alors qu'il a été question à un moment de Men Rights. Donc elle a choisi... Ah non, là, on va approfondir le sujet, là. Si... Je ne crois pas que men va y dire homme, enfin... Mais je crois que oui. Mais je crois qu'on a le débat. Je vous laisse on a soigneusement la parole. Pardonnez-moi, je ne vais pas la conserver plus de quelques secondes. Et nous avons eu le débat 50 ans après. Et 50 ans après, dans les pays français et francophones, on s'interroge, est-ce qu'on garde droits de l'homme? Est-ce qu'on passe à droits humains? J'en parle d'ailleurs. Parce que la question se pose. Pourquoi se pose-t-elle? Non pas parce qu'il y avait de l'ambiguïté à l'époque de la rédaction de la déclaration. Il n'y avait absolument pas d'ambiguïté. Dès le préambule, il est question des membres de la famille humaine. Donc il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas il y a une humanité masculine, il n'y a pas ça, ça ne vient même pas à l'esprit, c'est même pas dans les discussions. Cependant, nous constatons bien que 50 ans, 70 ans après, la question de l'égalité de genre, c'est-à-dire la question tout simplement de l'égalité entre les femmes et les hommes, cette question est tellement prégnante, elle s'impose à nous, elle nous éclabousse, elle éclate, elle explose à nos visages, cette question, et elle nous renvoie justement à la façon dont nous avons ingéré cette conception des droits humains. Donc, alors je dis, les droits de l'homme, c'est plus lyrique. C'est plus lyrique, les droits de l'homme. Et puis, nous nous sommes habitués à la formule. Elle transcende les choses très matérielles et très prosaïques. Elle est plus lyrique que les droits humains, mais elle nous oblige aujourd'hui à dire, à définir l'homme,
à définir l'homme, même si justement la communauté internationale s'est sentie obligée de définir l'homme, puisqu'elle a après adopté la Convention pour les droits de la femme, elle a adopté la Convention pour les droits de l'enfant, il y a une série de conventions pour les apatrides, pour les personnes handicapées, voilà, donc pour les réfugiés, elle s'est sentie obligée de préciser, de décliner, de conjuguer cet homme. Donc nous sommes interpellés par cela, et s'il y a un sujet urgent qui s'impose et qui ne nous lâchera pas, même dans la tombe, même après la tombe, il ne nous lâchera pas, c'est celui de l'égalité entre les femmes et les hommes. Peut-être est-ce le moment de rendre à nouveau hommage à Kofi Annan, puisqu'il a été votre associé, j'allais presque dire votre complice dans cette affaire. Quand il est mort il y a peu de temps, juste au moment de cette parution, vous lui avez rendu hommage. Puisque vous nous montrez beaucoup de dessins, j'aimerais que vous montriez celui-ci, que j'ai trouvé impressionnant, touchant. Et peut-être souhaiterez-vous nous dire, avant que nous poursuivions notre conversation, quelques mots de sa personnalité. Comment vous expliquez la manière dont tous les deux vous avez trouvé si facilement un terrain d'entente pour défendre des valeurs essentielles? C'est incroyable parce que d'abord, j'avais la chance de le connaître depuis des années. J'avais fait une exposition il y a 20 ans au musée Carnavalet, et puis il était venu me voir comme ça. Oh, j'étais étonné. Et puis après, quand il y a eu les fatwas contre les dessinateurs danois, il m'a dit il faut absolument qu'on se retrouve à New York. Et c'est là que... Ah, bon, bah là, je vais prendre... Oui, parce que vous avez tenu à avoir, je ne sais pas pourquoi, des micros... Parce que je bouge avec les... Oui, c'est ça. Parce que... Et là, vous m'entendez mieux? Oui, parce que quand... Pas trop? Bah, alors, je ne sais pas quoi faire. Quand il nous a réunis, on était une douzaine de dessinateurs du monde entier, et on était à New York, et on s'est dit, on va essayer de se parler et de se reparler, et surtout, et c'est très important, Cartooning for Peace, c'est une association qui peut laisser penser que c'est un club de dessinateurs. Pas du tout. C'est une agora, c'est un lieu de débat avec des dessinateurs qui ne sont d'accord sur rien. Et l'avantage, c'est qu'on est très différents. On a un ami qui s'appelle Shai Sharka, qui est aussi en Israël. Lui, il est des territoires occupés. Moi, je suis contre. Et on est beaucoup à être contre les territoires occupés de la Palestine. Et puis, Shai Sharka, il fait partie de Cartooning for Peace. On dialogue avec lui et on est des amis. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord. Et puis, quand on réunit des dessinateurs à Moscou et qu'on va voir un dessinateur qui s'appelle Mikhail Zlatovski, il nous dit « Oui, mais alors qu'est-ce que c'est que ce truc en Europe, vous accueillez n'importe qui, les migrants, mais vous êtes fous, ils vont vous bouffer. » Eh bien, ça ne me plaît pas. Mais à la fois, je veux entendre cette parole-là et je veux jamais museler cette parole, même si elle ne me plaît pas. Et on travaille ensemble. Et à la fois, c'est là où on est complètement ému de voir à quel point, quand on a la chance de se retrouver avec un Israélien et un Palestinien, un Jordanien, un Égyptien, un Libanais, même un Libanais, on se retrouve, on se parle, ils ne sont pas d'accord entre eux, et finalement, on arrive à construire ce pont entre les cultures et les opinions. C'est ça la grande force. Et Kofi Annan, que j'ai encore revu à Genève au mois de mai, eh bien, je lui ai demandé de faire une petite séquence vidéo pour aider un dessinateur que je vais voir dans 15 jours à Istanbul. Il s'appelle Musakart. Et pour reprendre ce que disait Christiane, on est là pour ces bouquins, et c'est ce qui a marqué à la fin, ils sont là pour aider ces dessinateurs qui ont des ennuis et qui font de la prison. Musakart a fait 6 mois de prison, et j'ai demandé à Kofi Annan de faire une petite vidéo pour qu'il puisse faire des pressions auprès d'Erdogan, le président turc. Et alors, c'est là où c'est très intéressant. C'est que c'est pas Goebbels, Erdogan. Je fais que des dessins qui dégomment Erdogan. Je crois qu'on a tous fait des dessins pour dégommer Erdogan, mais c'est pas Goebbels. C'est-à-dire que, à la fois, c'est une dictature. Je ne peux pas le dire autrement. C'est une dictature. Et à la fois, Musakart a fait 6 mois de prison.
Il est ressorti, il travaille dans le journal Cumhuriyet, et je vais le rencontrer dans quelques jours à Istanbul, et il a repris son dessin à la une de Cumhuriyet. Alors évidemment, il ne fait pas comme avant des dessins frontalement qui attaquent le président turc, mais à la fois, il fait quand même des dessins. C'est pour ça que je vous dis, Erdogan, c'est pas quelqu'un de bien, mais à la fois, c'est pas Goebbels. Et à la fois, nous, dessinateurs, on est les vrais baromètres. C'est-à-dire que quand on plonge un feutre du dessin de presse dans un pays, on comprend très bien. Et quand on a fait venir ici, à Blois, Firouzeh, qui est iranienne, elle a fait des dessins. Elle a montré ici, à Blois, des dessins sur la peine de mort, avec des dessins où on pend. En Iran, il y a des gens qui sont pendus. Et elle a fait des dessins contre la peine de mort. Et Firouzeh, elle est retournée à Téhéran. Ce n'est pas une fille qui est réfugiée quelque part, elle est revenue à Téhéran. Et de temps en temps, elle dit alors à Isis, à Barbara, en ce moment j'ai des ennuis, effacez tous mes dessins, parce que je vais avoir des ennuis. Et puis après, elle revient avec nous, elle dit « ça va, ça s'est un peu calmé ». Et donc, c'est le vrai baromètre. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des conversations improbables, mais géniales, avec des dessinatrices et des dessinateurs de par le monde. Et finalement, on arrive à vers l'essentiel, c'est-à-dire créer des débats. Cartooning for Peace, c'est un lieu de débat et qui dépasse nos petits nombrils. Nous, on est dessinateurs, on parle pour vous, parce qu'on est d'abord à votre service. On est des citoyens de la planète et les dessinateurs, d'ailleurs Musakart, et je termine là-dessus, il y a 10 ans, m'avait averti parce qu'il a eu des ennuis déjà quand Erdogan était Premier ministre seulement. Il a fait un procès, pourquoi ? Parce que Erdogan avait fait parce que Musakart avait fait un dessin qui représentait Erdogan en chat. Pour vous dire que ce n'est pas terrible. Et d'ailleurs, il a eu un procès et il a été bien inquiété. Et tous les dessinateurs turcs, et là je vais te donner la parole, Michel, parce que tous les dessinateurs turcs ont dessiné Erdogan en chat pour le soutenir. Et là je te laisse parler de Avi Katz, qui est un dessinateur que nous avons soutenu il y a 2 mois. Pourquoi ? Et je te laisse la parole. Oui, un dessinateur... Il y a un dessinateur israélien, Avi Katz, qui dessine pour un journal en langue anglaise, qui est un hebdomadaire qui s'appelle le Jerusalem Report. Au moment où, à la Knesset, justement, la dernière session de la Knesset avant leurs vacances d'été, a été votée la loi de l'État-nation en Israël. Un député a fait un selfie dans lequel il y avait quelques ministres et aussi Netanyahou. Et ce député, étant un peu gros, ayant une chemise un peu trop courte, il y avait son ventre rose qui était apparu. Et il avait mis tout fièrement sur page Facebook, son Twitter, cette photo en disant « on les a eus, on a un État-nation ». Avi Katz a immédiatement rebondi et il les a dessinés tous en cochon, en faisant évidemment, c'était un clin d'œil à la ferme des animaux de George Orwell, dont il a cité d'ailleurs un passage en anglais. Il est anglophone, il est venu des États-Unis en Israël il y a 50 ans, Avi Katz, et le rédacteur a laissé passer ce dessin seulement à la direction du journal, qui appartient au Jerusalem Post, qui est un journal de droite. Il y a eu une telle levée de bouclier que le rédacteur en chef s'est vu forcé, quelque part, pour rester en place lui-même, de licencier Avi Katz. Il le lui a signalé publiquement, mais Avi Katz m'a quand même montré un WhatsApp qu'il a reçu de lui en disant qu'il était désolé de ce qui s'était passé, qu'il aimait beaucoup son travail, qu'il s'est retrouvé minoritaire face à la direction du journal et qu'il n'a pas eu le choix. Donc ce n'est pas noir et blanc, il y a vraiment beaucoup de nuances de gris entre tout ça. Et de quoi accusait-on Avi Katz ? C'était d'avoir fait un dessin antisémite. Alors là, vous savez, moi, je suis un des premiers à me battre contre les dessins antisémites quand il y en a. Je suis fils d'un survivant de Buchenwald. Mon père a perdu toute sa famille dans les camps. Il a 92 ans et demi, il vit à Bruxelles. Les Juifs ont souffert pendant la guerre de la démonisation et de la déshumanisation que les dessins antisémites ont fait du peuple juif et qui a finalement facilité leur extermination, puisque c'était des rats, puisqu'ils apportaient la peste et qu'il fallait donc les exterminer. Donc j'ai une sensibilité très très forte à cela, et étant donné que je suis aussi un humaniste, alors j'ai aussi ce réflexe par rapport à tous les racismes. Donc d'un côté, donc, je suis très vigilant de ce côté-là, mais franchement, ce n'est pas un dessin antisémite, même si le porc n'est pas cachère. Et d'ailleurs, il n'est pas halal non plus. Hein.
mais j'adore le jambon, mais ça ne regarde que moi. Et donc, on l'a défendu en faisant des dessins de cochons qu'on a mis en ligne. On a même reçu un dessin d'un dessinateur iranien qui a envoyé ce dessin pour qu'on... Voilà, de quelle manière est-ce qu'on se bat? On a 2 armes. On a un crayon et on a Internet. Voilà, on n'est vraiment pas très dangereux. Ce que je voulais dire encore, puisque j'ai parlé de la Seconde Guerre mondiale, et vous aviez évoqué le procès de l'affaire Dreyfus, qui est un événement historique passionnant, qui a déchiré la France. Et je ne sais pas si la France s'est vraiment recollée entièrement depuis. Je ne suis pas sûr, je le dis sincèrement. Il y a des profs d'histoire ici, il y en a peut-être qui seront d'accord avec moi et d'autres pas. Finalement, on se rend compte, en faisant le métier qu'on fait, que les dessins d'actualité qu'on fait aujourd'hui, ce seront les dessins de l'histoire. Dans quelques années, ce ne sera plus de l'actualité, ce sera déjà de l'histoire. Et que l'écriture de l'histoire, c'est un combat de tous les jours. Et d'autant plus qu'on est dans une ère où il y a du révisionnisme, où il y a du négationnisme, où il y a du créationnisme, où il y a des fake news. Et je sens qu'on a vraiment... Je me sens investi de dire ce que j'estime être la vérité. Et la vérité toute nue, telle qu'elle est, dans les dessins que je fais. Et il n'est pas nécessaire d'offenser qui que ce soit pour ça. Il n'est pas nécessaire d'être tellement agressif. Il suffit de ne pas avoir peur de s'exprimer, parce que le XXIe siècle a montré que les empêcheurs de s'exprimer en rond voulaient nous faire peur, voulaient qu'on ait la main qui tremble, et voulaient qu'on réfléchisse tellement au sens de nos dessins et à la façon dont ils pourraient être interprétés, et surtout mal interprétés, à cause des réseaux sociaux et à cause du monde global, que finalement on s'autocensure tellement qu'on ne fasse plus du dessin de presse, mais juste des gentilles illustrations. Nous, on ne veut pas faire des gentilles illustrations, on veut faire du dessin d'opinion. Notre métier est un métier légitime, et je pense que le lecteur, qu'il le lise sur la toile ou sur un papier, s'attend à une certaine mesure d'irrévérence de notre part. Il veut voir jusqu'où on ira le culot d'aller, jusqu'où on ira, où est cette ligne rouge dont on parle et qui n'existe nulle part, qui est juste en nous. Et je pense que c'est tout le défi de ce métier, et c'est pour ça que c'est vraiment passionnant de le faire. Et si en plus je parviens à faire rire les uns et à énerver les autres, je sais que j'ai bien fait mon travail. Puisque nous sommes ici au rendez-vous, puisque vous parlez d'histoire, je voudrais vous poser une question qui m'intéresse. Je ne sais pas qu'elle me taraude, mais qui m'intéresse. Beaucoup de ces caricatures que vous faites sont allusives, supposent que le lecteur comprenne à quoi vous pensez, quel événement d'autrefois vous évoquez, quelle œuvre, quelle plaisanterie éventuellement, et est-ce que vous avez le moyen d'apprécier, autrement dit, question de savoir jusqu'où vous pouvez être allusif en étant compris. Je pense que beaucoup de caricatures que nous retrouvons de la Troisième République, celle de Sennep par exemple, serait complètement incompréhensible au public moyen d'aujourd'hui. Et je serais très intéressé, puisque ce public est celui-ci, que vous nous disiez ce que vous en pensez. Mais je pense que nous travaillons dans des médias et qu'on doit être un professionnel de la chose. C'est aussi se savoir ou chercher à savoir qui sont les lecteurs de ces médias-là. À chaque fois, moi, c'est comme ça que je procède. Quand je dessine en direct à la télévision dans un débat politique, je sais en tout cas que ce qui vient de m'inspirer le dessin, les personnes viennent de le voir aussi. Et à moins de dessiner vraiment très très mal, le ministre qui est sur place, les gens vont le reconnaître. Lorsque je dessine dans un hebdomadaire très populaire qui s'appelle Ciné Télé Revue, par exemple en Belgique, une sorte de téléstar ou quoi si vous voulez, je sais que les prérequis pour parler comme à l'université ne sont pas les mêmes. Je n'attends pas des gens qui connaissent tout mon gouvernement. Lorsque je dessine dans le journal Le Soir, tous les jours, je mise sur l'intelligence des lecteurs autrement, sans mépris pour les autres. Mais je peux prendre quelques exemples pour illustrer ce que vous voulez dire. Effectivement, après la fameuse histoire des caricatures de Mahomet à laquelle on revient toujours, je suis comme tout dessinateur amené à dessiner quelque chose dans mon journal Le Soir. Je suis un dessinateur belge pour un public belge et me vient l'idée de parodier un tableau très connu en Belgique, Ceci n'est pas une pipe de Magritte, vous connaissez sans doute, ce tableau qui représente une pipe et en dessous de laquelle il est écrit Ceci n'est pas une pipe. On ne va pas analyser le tableau, ça prend longtemps, mais ce tableau est très connu en Belgique et connu pour son titre aussi. En tout cas, son titre m'est revenu, il s'appelle La trahison des images. Je me dis là, on est vraiment au cœur de cette question. Voilà, moi aussi, je mérite des dessins qui vont distraire pendant que je parle, mais c'est bien la question que vous évoquiez là, la question des références. Voilà, il y a des touristes à Bruxelles qui achètent cette carte postale. Je crois qu'ils réfléchissent encore aux États-Unis à ce que ça veut dire, et c'est exactement ce que vous voulez dire, quoi. Voilà, le Belge a tout de suite compris l'allusion. Voilà. Et donc, deux mots sur
ce tableau de Magritte, je pouvais faire une représentation personnelle du prophète Mahomet et écrire en dessous « Ceci n'est pas le prophète Mahomet ». Ça, c'est vraiment la parodie immédiate du dessin, du tableau de Magritte. Je pouvais aussi dessiner « Ceci est Mahomet » et dessiner Mahomet. Alors là, j'étais sûr le lendemain, sans doute, de ne plus exister, et mon journal non plus, donc je ne crois pas qu'il l'aurait publié. Nous le regretterions beaucoup. Oh, c'est très gentil, c'est très gentil. Vous êtes très accueillant, bien élevé. J'avais l'idée de faire éventuellement rien à deux, dites donc. Rien du tout dans le tableau, et ceci est le prophète Mahomet. Ça, c'était peut-être un dessin pédagogique, expliquer ce qu'est dans cette obédience de l'islam, ce qu'on peut y faire. On ne peut pas représenter le prophète, mais il est évident qu'il a existé, qu'il est important et qu'on va l'encadrer. Bon. Et puis, il avait la 4e version, qui était rien dans le tableau. C'est plus facile à faire, me disiez-vous, quand je vous l'ai raconté. C'est vrai, c'est à la portée de tout le monde. Et en dessous, en plus, ceci n'est pas Mahomet. Alors, vous parliez de dérision. C'est évidemment d'abord de l'autodérision sur moi-même. C'est-à-dire, je suis tellement lâche que non seulement j'ose pas le dessiner, mais je dis encore en dessous, pour qu'on soit bien tous d'accord qu'il n'y est pas. Hein, il n'y est pas du tout, du tout. Mais pour moi, le dessin allait plus loin que ça. C'était un dessin, les philosophes diraient, aporétique, qui continue à poser la question sans cesse. Quand on le voit, les gens ne comprennent pas. Et ne parlons pas de ceux, pour revenir à votre question, qui n'ont même pas la référence du tableau. Alors là, franchement, ils sont devant un dessin complètement mystérieux. Mais ça fonctionne. J'ai été jusqu'à Rio de Janeiro pour parler de ce dessin à des gens qui ont vu des tas de choses que je n'y avais pas mis. Un dessin qu'on ne comprend pas bien, c'est un mauvais dessin. Hein, mais quand il est intentionnel, qu'on ne comprenne pas tout parce que c'est complexe ce que vous avez mis, ben vous avez, comme dit Jean, ouvert un débat, ouvert une question. Et ces questions des références, maintenant, de façon très, très prosaïque, arrivent souvent. Hein. Moi, je suis belge, mais je connais quelques-unes de vos phrases célèbres. Le « je vous ai compris » du général de Gaulle, je l'ai déjà utilisé souvent, quand après une négociation de 500 jours en Belgique, le roi finit par signer quelque chose, il dit « je vous ai compris ». Mais j'ai beaucoup de lecteurs en Belgique qui ne comprennent pas. Voilà. Remarquez en France aussi, hein, j'avais dessiné François Hollande descendant au Mali, et sur l'escalier, il disait de l'avion « je vous ai compris ». Je pense que ça avait un sens politique assez précis à ce moment-là, mais il y a quand même des Français aussi qui n'ont pas compris. Donc vous avez parfois la mémoire courte. Puisque j'ai la parole et qu'on passe un peu des coq à l'âne, je vais enchaîner un petit peu sur ce que disait Michel et sur l'idée cartooning for peace, la liberté d'expression, etc. Vous savez, aujourd'hui, il y a toute cette prégnance des réseaux sociaux, toute cette importance des réseaux sociaux qui fait que souvent, ce qui nous empêche ou nous fait peur de dessiner quelque chose, ce n'est pas une autorité, c'est tout ce qu'on va se ramasser comme opinion contraire, ce ne serait pas encore bien grave. Ça, si je veux exprimer une opinion, ben voilà, les gens ont le droit d'en avoir une autre, et même s'ils sont plus nombreux que moi, ben ils ont évidemment le droit d'être plus nombreux que moi. Non, il y a tous ceux qui comprennent mal, il y a ceux qui ne comprennent pas, et avant, nous ne les connaissions pas nécessairement. On travaillait pour notre public, on supposait, vous disiez, voilà, que la référence allait peut-être être comprise, on ne se ramassait pas 2000 personnes qui écrivaient « j'ai rien compris à votre dessin, il est nul ». Et je vous assure que c'est quelque chose de fatigant, qui fait qu'à un moment, on commence à ne plus représenter tout simplement la réalité, pas des choses qu'on n'ose pas, mais la simple réalité. Par exemple, puisqu'on parle d'Israël et d'antisémitisme, j'ai eu beaucoup d'ennuis en Belgique pour un dessin publié par mon journal Le Soir sur une loi particulière en Belgique, fiscale, c'est tout, c'est une disposition fiscale particulière qui était prise pour un commerce bien déterminé, celui du diamant, parce qu'Anvers c'est une place forte du diamant, comme Amsterdam, New York, et veut le rester. Et donc le gouvernement a pris des dispositions fiscales un peu particulières. Je dessine des diamantaires très contents de cette décision. Bon. Parmi les diamantaires, je mets un juif orthodoxe avec les petites tresses que vous connaissez et le chapeau noir. Ils sont 30% des diamantaires d'Anvers. On y va ensemble, si vous voulez, demain. C'est juste après la gare, sur la première rue à gauche. J'ai été traité d'antisémite de toutes les sortes, d'extrême droite, catholique, réactionnaire, un ami Dieudonné. Il a malheureusement liké ma page, mais ça, je ne peux pas l'en empêcher. Mais... et aussi même antisémite anti-Dreyfusard. Je ne savais pas que ça existait. Antisémite de gauche anti-Dreyfusard. Je ne me souvenais plus ce que j'avais dit en 1894 dans l'affaire Dreyfus, mais je crois que j'aurais dû faire attention. Et voilà. Et tout ça parce que j'avais simplement dessiné, on ne va pas faire le débat là-dessus, hein, Michel, mais je suppose que tu es d'accord avec moi, j'ai juste dessiné un juif orthodoxe, comme il y en a dans la rue qui passe. Mon dessin, mais alors, n'a rien d'antisémite. Je ne comprends pas comment on peut aller y trouver quelque chose d'antisémite. J'ai dessiné un diamantaire. J'ai même pas dessiné un juif orthodoxe, j'ai dessiné un diamantaire d'Anvers. Il se fait qu'il est juif orthodoxe. Voilà. Et ben je le ferai plus si ça continue, vous voyez. Et c'est tout le temps comme ça. Mais il faut dire, on a peur de dessiner la simple réalité. Pas peur d'exprimer une opinion ou de se moquer de quelqu'un ou quoi, mais juste de dessiner ce qu'on a vu et croisé dans la rue. Voilà, parce que ça va pas être compris. Pierre, il faut dire aussi qu'on a justement Cartooning for Peace nous offre le privilège de communiquer aussi entre nous, parce que tu m'as envoyé un mail en me disant « Regarde de quoi on m'accuse pour ce dessin, qu'est-ce que tu en penses ?» Je t'ai analysé ton dessin,
Et on a correspondu, et les choses étaient claires entre nous. Et étant donné que moi, ma définition de l'antisémitisme, c'est détester les juifs plus qu'il ne faut, je sais que tu n'es pas antisémite. Cela pose la question essentielle pour vous et pour les historiens qui s'attachent à vos dessins et ceux qui, comme vous le disiez, s'attacheront plus tard à ces dessins comme témoignage d'une époque. La question est de savoir quelle est la ligne que vous ne dépassez pas. Je ne connais aucun dessin, vous probablement pas non plus, qui ne soit pas contraint de prendre en compte le fait qu'il y a quand même des choses qu'on ne dessinera pas. Il y a quand même des limites, on ne peut pas dessiner tout. Et alors, comment vous pouvez en faire la théorie pour vous-même? Est-ce qu'il n'y a pas de théorie possible? C'est du quotidien, au quotidien du pragmatisme? On essaye d'être à l'écoute de... Est-ce que vous entendez Plantu? On essaye d'être à l'écoute, je dis. Voilà. Merci. On essaye d'être à l'écoute de... Comme Sinatra, comme ça. On essaye d'être à l'écoute de ce que les lecteurs aiment ou n'aiment pas. On essaye d'être en osmose avec la culture. Et puis notre boulot, comme vous aviez François Hollande qui était là tout à l'heure, il dit que je l'ai torturé. J'ai pas fait des dessins où je me levais le matin en me disant je vais absolument torturer François Hollande. C'est comme ça qu'il l'a vécu et il a le droit. Je veux dire, c'est pas Sarko quand je le, Nicolas Sarkozy quand je le dessinais. Quand je le dessinais, François Hollande, il aime bien, mais même si j'ai torturé, mais Sarkozy, mais vraiment, j'avais un problème avec lui parce que à chaque fois que je le dessinais, il était fâché. C'est-à-dire que quand je le dessinais comme ça, avec les yeux comme ça, avec le nez comme ça, avec les cernes sous les yeux, tout le monde serait content. Voilà, avec les dents comme ça, voilà. Il y a un petit côté gnark-gnark quand même chez lui. Et puis les oreilles de Spock, c'est pas ma faute s'il a les oreilles de Spock. J'y suis pour rien. Et puis je le fais à la règle là, voilà. Et puis je fais les deux pieds sous, et puis le dessin il est fini. Bon. Alors. Et où sont les mouches? Ah voilà, les mouches. Voilà. Je ne me lève pas le matin en me disant il va me détester, mais emporté par l'élan. D'ailleurs, il avait convoqué plusieurs fois le directeur du journal à l'Élysée, en disant mais j'en ai marre des mouches, il faut qu'il arrête avec les mouches. Et donc, on avait convenu avec le directeur que j'avais droit à 3 mouches. Et puis une fois, j'en ai fait 15, et le directeur m'a téléphoné, m'a dit on avait dit 3. Donc, voilà. Depuis, ils se sont calmés, mais à la fois, je ne me lève pas le matin en me disant je vais absolument me le payer, mais ça vient comme ça. Vous savez, on a le crayon qui bouge, et puis finalement, ça vient comme ça. Et c'est ça qui est très agréable, parce que, et d'ailleurs je le dis souvent dans les écoles, où je dis aux enfants, mais lâche-toi, fais-toi plaisir, va jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire qu'il faut donner ta copie jusqu'au bout à la prof, ou au prof d'histoire, ou au prof de français. Réfléchis un peu avant, mais fais des brouillons et lâche-toi. Et finalement, dans les brouillons, on arrive finalement, les brouillons sont les papas et les mamans du dessin ou de la copie finie. Et donc, il faut toujours se lâcher, comme quand on écrit. Il y a beaucoup d'écrivains ici à Blois. Et d'abord, ils se sont lâchés. Ils ont été dit, ils ont pressé le citron, vous voyez, comme ça. Et à la fin, ils ont dit, ça, je vais le garder, ça, je ne vais pas le garder. Et ça, c'est le boulot du dessinateur de presse. Et il faut aussi savoir qu'il y a des tabous. Il y a des tabous en France, il y a des tabous un peu partout. Et quand il y a par exemple, il y a une députée qui est très connue en France, qui est homosexuelle, elle ne veut pas qu'on la dessine en tant qu'homosexuelle. Moi, je respecte. Et d'ailleurs, tous les dessinateurs en France respectent ce tabou. Voilà. Et donc, vous avez à dessiner vous-même, forcément, au quotidien, de façon pragmatique, un certain nombre de lignes. Ça ne nous étonne pas, mais ça nous intéresse. Vous m'aviez parlé ici d'une chaise à porteur, je ne sais plus pour qui. Pour Balladur. Mais c'est vrai que Balladur était sympa à dessiner, parce que, non, mais il faut dire que c'est un cadeau, quand vous avez un ministre comme ça, et le gros pif comme ça. Voilà, une petite bouche en cul de poule. Voilà. Il avait un sourcil plus haut que l'autre, j'ai jamais compris pourquoi, mais voilà. Et puis, les oreilles bien décalées, comme ça, voilà. Et puis, alors, il avait un double menton, un triple, un quadruple. Et alors,
comme il avait un côté un peu Louis XV, je sais pas pourquoi, je lui ai rajouté un petit catogan. Et donc, il n'y avait plus qu'à le rajouter la chaise à porteur, tout ça. Et en fait, c'était un bon client. Et donc, je l'ai dessiné en chaise à porteur tout le temps. Et une fois, je l'ai rencontré, quand il était Premier ministre. Il me dit, j'adore ce que vous faites. Et son chef de cabinet, qui s'appelait Nicolas, je ne sais plus comment, il m'a dit, mais il vous vomit, vous ne pouvez pas savoir. Et donc, voilà, c'est comme ça. C'est la vie du dessinateur de presse. Vous avez des expériences similaires avec votre personnel politique? Oui, bien sûr. Je vous prends quelques exemples. Parce que, quand vous posez la question de ce qu'on s'interdit, il ne faut jamais oublier qu'un dessin a évidemment quand même une intention. L'objectif, c'est ça qu'il faut aller chercher. Si je racontais cette histoire de diamantaire juif orthodoxe, c'est que l'objectif de mon dessin était de montrer un diamantaire, comme on peut les reconnaître, pas en soi un juif orthodoxe, c'est l'intention du dessin. Alors l'homosexualité, nous aussi, nous avions notre précédent Premier ministre, Elio Di Rupo, qui était un homosexuel. Je connais personnellement, enfin, bon, la Belgique n'est pas grande, donc à force de les dessiner, nous on les rencontre assez vite. Hein. T'as dit qu'il était homosexuel, tu le connais personnellement? Voilà, c'est tout. Non, ce n'est pas mon coming out, je choisirai un autre jour, je ne dirai pas ça à Blois. Vous aviez dit que les conversations entre vous étaient libres, merci de le confirmer. J'en suis loin. Non, mais je lui ai demandé un jour si ça le dérangeait, parce que quelques rares fois, j'ai fait une allusion, comme vous disiez, à son homosexualité, mais c'était jamais le but. Si c'est pour se moquer du fait qu'il est homosexuel, évidemment que je ne vais pas faire ça. Évidemment que c'est lamentable, et que celui qui le ferait, je le condamnerais, je m'en moquerais. Mais par exemple, lorsqu'il est devenu Premier ministre, c'est un francophone, il parle très très mal le néerlandais. La Flandre a appris à le connaître et à bien l'apprécier. C'était étonnant. Il avait des bons sondages d'opinion en France. Eh ben, j'avais fait en Flandre. J'avais fait un dessin. La Flandre commence à connaître, découvre Elio Di Rupo. Et deux madames, une jeune et une beaucoup plus vieille, disaient « il est formidable, je voudrais l'épouser ». Ben, ça a beaucoup fait rire les francophones, qui eux savent depuis très très longtemps qu'elles n'ont aucune chance. Vous voyez ? Eh bien, ça choque un peu d'abord parce qu'on se dit, mais il en parle de l'homosexualité du Premier ministre, et puis lui dit, mais bon, c'est un de vos rares dessins qui m'a fait rire. Qui m'a dit, vous voyez. Donc je pense qu'effectivement, il faut parfois un peu se lâcher, mais ce qu'il faut toujours comprendre, c'est l'intention. Étant le dessinateur qui la rate tout le temps, évidemment, c'est un mauvais dessinateur. D'ailleurs, on ne va pas le garder. Hein. Vous demandiez ce qu'on peut se permettre aussi. On est quand même toujours dans des médias. Il y a quand même aussi des rédacteurs en chef, etc., qui sont là de temps en temps pour dire que... Et vous savez... on me demande toujours quand je fais des albums et tout, est-ce que vous avez des dessins qui ont été refusés? Il faut nous les montrer, il faut nous les montrer. Je crois, les amis, que vous serez d'accord. Tous les dessins les quelques dessins qu'on nous refuse, il ne faut pas en avoir trop. C'est pas les meilleurs. Hein. Le public pense que oui, là vous avez sûrement été excellent et la rédaction était idiote de vous refuser. Ça, c'est pas vrai. Parfois, c'est effectivement un dessin qui n'était pas très réussi, qui était on sentait pas très bien l'objectif. Voilà, je sais pas si j'ai le souvenir que quelquefois Plantu a publié des dessins refusés. Mais je me trompe peut-être. Bien sûr, bien sûr. Mais les dessins refusés, ça fait partie du boulot. Hein. Oui. Et d'ailleurs, je le dis aux jeunes dans les écoles, là, on était au lycée de Seigne, et je leur dis, mais attends, c'est pas un problème, il faut aller jusqu'au bout. Et puis à la fois, il y a la prof, elle te dit, bah, écoute, ça, garde-le, ça, tu le mets de côté, voilà. Et là, j'essaye de faire un petit mariage pour tous, ils sont ensemble, ils sont mignons, et puis il y en a un qui dit à l'autre, j'aurais dû épouser Christiane Taubira, mais voilà. Alors, dans les... Vous voyez comment, avec le recul de quelques décennies, nous irons chercher, enfin nous, très, très, très solides sur nos pattes, on ira chercher des informations sur une certaine sensibilité d'une époque, sur le moment, etc. Et vous serez une de nos sources. De toute façon, je parle, mais ça ne sert à rien, puisque de toute façon... Complètement. Oui, alors, autant les femmes, elles savent faire deux choses en même temps. Un dessinateur, quand il dessine, il n'écoute plus rien. Et c'est pour ça que j'ai raté mes études, d'ailleurs. Et merci aux profs d'histoire qui sont là, parce que, alors, je vais vous dire, en passant, quand on avait un prof d'histoire, tout de suite, dès septembre, on nous disait, vous achetez le Bordas. Et quand c'était le Bordas, c'était génial parce qu'il y avait plein de photos et plein d'images. Et donc, quand je regardais les tableaux de David sur l'enlèvement des Sabines, alors moi, j'étais amoureux de la femme qui était au premier plan parce qu'elle était un peu dénudée, tout ça. Je ne savais pas pourquoi les Romains avaient enlevé les Sabines, mais je me délectais grâce aux livres d'histoire. Et alors, évidemment, j'avais 3 sur 20 en histoire, mais j'avais la chance de pouvoir regarder les tableaux. Marat, dans sa baignoire sabot,
jamais pourquoi il se lavait 3 fois par jour. Je m'en fous. Mais il y avait un autre tableau de David, il était comme ça. Bon, apparemment, Charlotte Corday était partie par là. Et j'avais beaucoup de plaisir. Et après, le prof me disait, Plantureux, répétez ce que je viens de dire. Comme Jeannet, c'est pareil. Ouais. Eh bien, je pense que plusieurs des professeurs d'histoire qui sont ici recevront votre propos comme ambivalent. Tout dessinateur est ambivalent. Hein. Oui, je vous remercie et je vous félicite. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce point? Oui, je voulais, puisqu'on a parlé d'élèves. J'enseigne le dessin de presse à l'Académie des Beaux-Arts à Jérusalem. Et je voulais un peu vous parler d'anecdotes qui sont liées à cette expérience. D'abord, le dessin de presse, c'est probablement la seule discipline qu'on ne peut pas enseigner. C'est une discipline très difficile à enseigner parce qu'on peut enseigner le dessin, on peut enseigner une certaine méthode de recherche, on ne peut pas enseigner l'intuition et le courage. Ça, on est avec ou on n'est pas. Mais j'ai des étudiants de tous bords. J'ai des étudiants de tous bords dans mon académie et j'ai des fois des débats avec eux. Mes étudiants ont entre 22 et 24 ans, 25 ans, puisqu'en Israël, il y a un service militaire obligatoire. Donc de 18 ans à 21 ans, les garçons sont à l'armée. De 18 ans à 20 ans, les filles sont à l'armée. Après l'armée, les garçons partent faire un trek dans les Andes ou alors danser des full moon parties en Inde. Ils reviennent, ils ont 22 ans. Et donc, quand moi je les reçois en seconde année, ils ont déjà 23, 24. Ce sont vraiment des jeunes adultes. Et je leur fais comprendre d'emblée, au premier cours, je leur dis qu'on est là pour s'exprimer librement, que les étudiants savent exactement, ils suivent mon blog. Aujourd'hui, un étudiant peut savoir tout sur son prof. C'est vraiment très simple. Il va sur Facebook, il va sur le blog, il regarde les dessins. J'écris des textes aussi, donc il n'y a absolument aucune équivoque dans ce que je pense, de quel côté est mon cœur politiquement et citoyennement. Et je leur dis que d'abord, il faut qu'ils sachent que je suis là pour protéger leur liberté d'expression. Alors je vais raccourcir. Continuez tranquillement, ne vous laissez pas. Un étudiant qui avait... Je suis le maître des horloges. Il n'y en a pas que les... Un étudiant à Kippa, un jour m'a demandé en classe devant tout le monde, pourquoi tous les caricaturistes sont-ils de gauche? Alors d'abord, c'est pas vrai, ils ne sont pas tous de gauche. Mais je lui ai répondu, parce qu'il y a plus de talent à gauche qu'à droite. Et puis non, je me moque de toi, je te taquine gentiment. Je lui ai dit que, qu'on soit de gauche ou de droite, quand on est dessinateur de presse, on est une certaine forme de contre-pouvoir. Et qu'il faut dessiner en tant que tel. Alors je ne sais pas si vous avez la même expression en français qu'en hébreu. On dit que la presse, c'est le chien de garde de la démocratie. Ça existe cette expression en français? Alors bon, en hébreu, elle sonne très bien. Et je dis, nous, on est la puce sur le chien, sur ce chien-là. On est cette puce, on doit un peu déranger. Il faut qu'on provoque une envie de se gratter. Et il faut rien lâcher. Un étudiant m'avait fait un dessin au moment de l'opération Plomb durci entre Israël et Gaza. Et il m'avait dessiné un enfant dans un abri qui se protège la tête parce qu'un missile lui tombe dessus. Et alors, vous voyez, vous êtes trop concurrencier, mon cher. Je crois qu'il va falloir lentement et progressivement commencer à sortir votre train d'atterrissage. Voilà. Et je lui ai dit un peu, pour qu'il comprenne qu'un dessin peut être interprété différemment. En fait, il parlait de ce qui arrive à leur famille quand des missiles arrivaient de Gaza sur Tel Aviv. Je lui ai dit, en fait, ce dessin aurait pu être fait par un dessinateur palestinien et l'enfant et le missile aurait pu être un Gazaoui avec un missile israélien. Ça n'a pas plu. Eh bien, voilà. Ça n'a pas plu à l'étudiant. Ça n'a pas plu à l'étudiant, mais c'était la vérité. Merci beaucoup. Avec un mélange de délicatesse et de fermeté, il vient de vous être indiqué que... Et il nous reste assez de minutes, tranquillement, le train est plus tard, pour que je donne la parole pour finir, comme il est naturel, à Christiane Taubira. Non, sans vous avoir rappelé qu'il y a une très belle exposition avec vos dessins, votre narcissisme ne l'a pas dit, autour de l'hôtel de ville, où précisément on pourrait poursuivre
L'archevêché, oui, c'est pas la même, oui. Bon, oui. C'est pas la même chose? Là-bas, vous y trouverez facilement. Et le jardin de l'évêché, c'est pas ce que j'ai dit? Bon, très bien. Oui, enfin, ces choses-là. Bon, vous n'allez pas me prendre encore 30 secondes pour que vous allez voler à Christiane Taubira. Je me hâte, sans détour, de vous donner la parole. Chère Christiane, à vous de jouer. Merci, cher Jean-Noël. Vous avez vu que c'est très dissipé sur le plateau. Mais enfin, vous n'êtes pas en reste non plus dans la salle. Et c'est donc extrêmement agréable. Merci d'être mon avocat ce soir, cher Jean. Ceci étant, je prends toujours grand plaisir à écouter. Écouter vos propos et vos interrogations, vos questions, notamment sur ce qu'est le dessin en tant que langage, en fait, puisque nous sommes toujours dans cette célébration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est une prescription à l'ensemble des nations. Une prescription évidemment qui heurte des principes de base que l'organisation multilatérale elle-même a posés, puisque cette déclaration universelle, sans que ce soit intentionnel, heurte le principe de l'inviolabilité des frontières, heurte le principe de la souveraineté des États. Et donc, si on veut vraiment prendre fait et cause pour cette déclaration universelle, il faut consentir à ne pas s'incliner devant cette inviolabilité des frontières et cette souveraineté des États lorsque des personnes sont exposées à la violation de leurs droits. Donc il y a cette déclaration qui s'impose au monde, et puis il y a ce langage, puisque c'est comme ça le contenu de ce livre, ce langage universel qu'est le dessin, et notamment le dessin de presse, le dessin de caricature. C'est un langage extrêmement démocratique parce qu'il peut être compris, y compris par des personnes qui n'ont pas la chance d'être scolarisées. Donc en cela, c'est vraiment un langage universel et démocratique, mais ça n'est pas un langage neutre, puisqu'il renvoie quand même à des références, vous l'avez dit à plusieurs reprises, il renvoie à des références historiques, il renvoie aussi à des références culturelles et à des représentations. Donc non seulement il y a les risques d'incompréhension, mais il y a les risques aussi d'une hypersensibilité qui conduit à se sentir blessé, à tort ou à raison, à se sentir blessé et à récuser ces dessins-là. Nous avons donc un travail d'éducation à faire pour expliquer aux gens qu'il ne suffit pas d'être blessé pour obtenir le droit ni de vilipender, ni de menacer, ni d'accuser, pire encore, d'assassiner. Il y a des tas de choses dans la vie qui nous déplaisent, qui nous dérangent, qui nous blessent aussi, soit personnellement, soit de façon plus, j'allais dire, généalogiquement, c'est-à-dire qui touchent à des choses qui sont sacrées pour nous par rapport à des références historiques, par rapport à des événements difficiles, tragiques, etc. Donc, mais il ne suffit pas d'être blessé, sinon une société ne peut pas respirer si, avant de prononcer un mot, avant de dessiner une ligne, on s'interroge sur celle ou celui qui en sera choqué. Alors, on ne blesse pas gratuitement, mais on a le droit, les tabous sont faits pour être contournés, transpercés. Alors, je fais une différence entre la situation personnelle d'une personne, le choix qu'une personne peut faire, pour reprendre l'exemple que vous donniez, le choix qu'une personne peut faire de limiter son champ privé et de ne pas permettre de pénétration publique dans son champ privé. Donc une personne qui, par exemple, est homosexuelle, puisque c'est l'exemple que vous avez pris, et qui choisit de ne pas faire son coming out, j'estime que personne n'est en droit de le faire à sa place. Donc ça, pour moi, ça n'est pas violer un tabou. Par contre, il y a des tabous collectifs, des tabous dans la société, des espèces d'interdits, des choses qui sont considérées comme bienséantes et qui peuvent être violées, qui peuvent être transpercées et même trépassées, je dirais. Donc ça c'est le rôle des caricaturistes, d'oser. Il vaut mieux avoir du talent, parce que la méchanceté est acceptable lorsqu'elle est talentueuse. Donc il vaut mieux avoir du talent pour faire des choses comme ça. Je peux le dire avec aisance ici, puisque nous avons de talentueux caricaturistes, dessinateurs, mais il vaut mieux. Donc la question pour moi est une vraie question et elle demeure, et elle se pose dans les pays où des caricaturistes sont emprisonnés, femmes et hommes, ou parfois assassinés.
quel est le langage du dessin, quel langage le dessin transporte et comment il nous parle. Et je pense, moi, plus d'abord l'expérience de ce livre-là, des dessins auxquels j'ai eu accès de façon privilégiée. Je les ai eus avant tout le monde 4 mois avant, pratiquement. Ça me pose, vous savez, l'attachement que j'ai à la poésie. Le dessin, à plusieurs reprises, les dessins dans cet ouvrage m'ont renvoyé plusieurs fois à la poésie et justement à la puissance des images, qui est la thématique de cette 21e édition, la puissance des images. Mettez ça pour finir. Est-ce qu'il est droit? C'est un dessin de Pierre Kroll. C'est là. Merci Pierre. C'est vraiment la puissance des images. Je crois que la rivalité possible, nous avons des images partout, dans tous les arts vivants nous avons des images. La danse nous envoie des images, le cinéma de façon évidente nous envoie des images, les peintures nous envoient des images, les sculptures, l'opéra nous envoie des images, les concerts de musique nous évoquent des choses, mais la poésie, plus que toute expression artistique, je crois, renvoie des images et je pense, en tout cas j'ai eu le sentiment que les dessins, les caricatures, les dessins humoristiques flirtent quand même d'une certaine façon avec la rivalité de cette puissance poétique. Je pense à des vers qui, à travers des mots, nous dessinent sous nos yeux des images. Je pense, pas que lui, mais celui qui me vient là à l'instant, c'est Pablo Neruda dans un poème pour Federico García Lorca, après l'assassinat de García Lorca, et qui dit « Si je pouvais me cacher dans une maison abandonnée, si je pouvais m'arracher les yeux et les manger, je le ferais pour ta voix d'oranger endeuillée et ta poésie qui jaillit en criant. » La première fois que j'ai eu ce poème, d'abord en espagnol puis en français, tellement d'images magnifiques et tragiques que j'ai eu sous les yeux à partir de ces quelques vers. Donc je pense que vraiment la poésie a cette puissance, non pas de figurer ces images-là, donc de nous les mettre directement sous les yeux, ce que vous faites, mais a aussi cette puissance évocatoire, telle que c'est nous-mêmes qui dessinons ce que nous dit la poésie. Donc moi, c'est quand même ce que j'ai ressenti en cheminant dans cette aventure, c'est cette force du dessin de presse, ce sont ces références qui sont sous-jacentes, c'est la condition de la compréhension, donc c'est quand même le critère d'intelligibilité du dessin en tant que tel, et c'est aussi cette interrogation sur la non-neutralité des dessins, parce que justement, ils en appellent à un certain nombre de codes culturels. Donc, pour moi, je ne sais pas si on en reste là et si je dois dire un dernier mot. Vous avez le dernier mot, madame. Alors, j'ai le dernier mot. Je n'abuserai pas, mais je vais prendre donc juste quelques secondes de plus pour dire que ce qui me paraît important, c'est de comprendre que ce livre, d'abord, est un acte d'engagement, puisqu'il est en solidarité avec Cartooning for Peace, donc une solidarité avec des créateurs, des créatrices et des créateurs dans le monde entier. Donc le geste que vous faites pour l'acquérir, c'est un geste de solidarité vis-à-vis de ces dessinatrices et dessinateurs de presse dans le monde entier. Donc c'est un acte concret que vous accomplissez. Ce n'est pas juste d'apprendre à la télévision que tel caricaturiste a été emprisonné ou assassiné, c'est aussi aider celles et ceux qui aident celles et ceux qui sont exposés à ces risques-là et qui consentent à ces risques-là. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer leur courage. Ces femmes et ces hommes consentent à ces risques-là. Donc ça, c'est vraiment un acte d'engagement. Ensuite, parce que c'est aussi l'occasion pour nous d'avoir une réflexion. Dans cette préface, je vous invite à réfléchir avec moi et à contester l'approche que j'ai éventuellement, mais à nous interroger sur ce que signifient les mots. Les mots dont parfois on se gargarise aisément, en s'exonérant de l'obligation de leur donner corps, de leur donner consistance, de leur donner vie et vitalité, c'est-à-dire de les faire durer, de les faire vivre et de les faire durer. Donc, pour ce 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, quel état des lieux faisons-nous de l'application de cette déclaration universelle? Et
quels accommodements nous avons pris avec les droits. Alors, les droits des femmes, j'y reviens parce que c'est essentiel. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de dire que j'ai été beaucoup plus exposée au racisme qu'au sexisme. Je pense néanmoins que la matrice même du concept d'égalité, le cœur même de l'exigence de l'égalité en tant qu'ambition pour une possible vie commune, commune à la fois au sens de partager et d'ordinaire au quotidien, le cœur de cette égalité, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes. Je suis absolument persuadée de ça et je voudrais qu'on s'interroge au-delà de l'effet que nous fait le mouvement MeToo, parce que dès qu'on parle de l'égalité pour les femmes, on renvoie au mouvement MeToo, qui est un mouvement essentiel, qui est un mouvement qui s'inscrit dans la trajectoire de revendication des féminismes, que je perçois moi comme des humanismes. Mais la revendication, elle est absolue, elle est simple, elle est abrupte. C'est celle de l'égalité. C'est celle de l'égalité. Et il nous faut donc nous interroger, comment se fait-il qu'aujourd'hui on en soit là? Comment se fait-il que nous soyons au minimum perplexes et au maximum sidérés par ce mouvement MeToo? Qu'est-ce que ça dit des insuffisances? Qu'est-ce que cela dit des arrangements? Qu'est-ce que cela dit des choses que nous avons fait semblant de ne pas voir? Donc ça vaut pour l'humanité tout entière, l'égalité entre les femmes et les hommes. Et puis au-delà de ça, qu'est-ce que ça veut dire la Déclaration des droits pour les personnes qui ont besoin que nous prenions au sérieux ce que nous avons signé et ratifié, que nous prenions au sérieux chaque mot contenu dans cette déclaration universelle. Alors, il ne s'agit pas d'aimer tout le monde, il ne s'agit pas de trouver chaque personne sympathique, il ne s'agit pas de considérer que personne ne représente un danger. Il ne s'agit pas de considérer que, en reconnaissant les droits fondamentaux et les libertés à chacune et à chacun, nous ferons une terre utopique, débarrassée de tout défaut, de toute querelle, de tous affrontements. Non, non. L'avenir est dans la discorde. C'est vieux, hein, c'est Héraclite d'Éphèse. Hein. L'avenir est dans la discorde. Tout est déterminé par la dispute. Donc on sait que nous sommes en désaccord, nous savons que nous sommes en désaccord, nous savons que nous sommes différents, nous savons que nous avons des appartenances différentes, multiples, parfois contradictoires en nous-mêmes, mais objectivement contradictoires au sein de la société. Et la force de la démocratie, c'est d'organiser un cadre institutionnel qui permette que ces contradictions aient lieu, qu'elles s'expriment, y compris en hostilité, parfois en hostilité, mais sans guerre. C'est ça la force de la démocratie. Que ces contradictions, que ces désaccords, que ces divergences, que ces différends puissent s'exprimer, y compris dans la tension la plus forte, mais sans que nous cédions à la guerre. Donc nous acceptons l'idée qu'il y a des personnes pas sympathiques, qu'il y a des personnes qu'on n'a pas envie d'inviter sur sa véranda ou qu'on n'a pas envie d'aller prendre un chocolat chaud avec ces personnes. Il demeure que le test de à la fois notre franchise, de notre honnêteté, de notre sincérité et surtout de notre propre dignité, le test de tout cela, c'est le respect que nous pouvons avoir de la dignité de l'autre, y compris de l'autre qui n'est pas sympathique. Et moi, j'ai beaucoup de tempérament, je crois que vous l'avez un peu remarqué. Donc, moi, je vis aussi parfois des aversions, des sympathies très fortes, parfois complètement irrationnelles d'ailleurs. J'ai parfois des élans complètement débordants d'affection. Et puis, j'ai parfois des crispations qui finissent par se lever lorsque je réalise qu'elles ne sont pas forcément fondées ou légitimes. Mais bon, voilà, je travaille mes défauts. Je ne travaille pas mes défauts pour les éliminer, ni pour les raboter. Je les travaille juste pour apprendre à vivre avec. Donc, être bien dans leur voisinage. Et je me travaille notamment avec la poésie, vous vous en doutez. Et sur ces questions-là, je me répète souvent des vers de Octavio Paz, qui est un grand poète mexicain, et qui dit que un épi est tout le blé, une plume, un oiseau vivant qui chante, une personne qui rêve est une personne de chair, la vérité est invisible et le tonnerre chante les hauts faits de l'éclair. Merci. Je ne sais pas.
Alors, donnez-moi ça, voilà. Alors, je vais rompre absolument avec les traditions qui voulaient que je passe par beaucoup de circonlocutions, circonvolutions, pour vous rappeler peut-être les plus anciens d'entre vous. Donc, compte tenu du fait que nos invités, que je remercie vraiment de tout cœur, et vous particulièrement, madame, et comme ils ont à prendre le train, curieusement, les trains arrivent en retard, mais ils partent à l'heure. C'est comme ça. Je vais vous donner aussitôt le titre. L'année prochaine, ce sera l'anniversaire de la première pierre de Chambord, de l'arrivée de Léonard de Vinci. Attendez. La naissance de Catherine de Médicis. Je peux être rapide, mais sans être quand même... Et donc, nous nous dirigeons vers notamment la Renaissance, et le vœu d'ailleurs de beaucoup de ceux qui représentent ici le peuple. Mais nous allons élargir. Et nous allons parler de l'Italie. Voilà, ce sera l'Italie. Et voilà, c'est le clap de fin, mais on va se retrouver très vite. Merci encore d'être ce que vous êtes et d'être venu parmi nous.